Et on comprend que c'est l'élite de la DGSE. Je suis dans cette dizaine de personnes et je ne savais pas où j'atterrissais. Je n'étais pas un touriste. C'est vert ou rouge. À l'issue, il n'y a pas de orange. C'est vert. Tu as un terreau favorable à pouvoir poursuivre. C'est rouge. On te ferme la porte et tu ne reviendras plus jamais. Et là, je réponds, mais je vais où? Tu signes et tu sauras. Si tu signes pas, tu sauras jamais. Même si vous n'êtes pas un vrai couple, il faut qu'il y ait une complicité, il faut pouvoir jouer le rôle jusqu'au bout. Ou bien sûr, vous devez partager la couche du partenaire s'il le faut. Je suis Maëline Camus, ancien officier de renseignement au sein de la DGSE et je vous raconte mon histoire pour Vétérans de France. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Saillange, je suis ancien commando marine. Et je suis Guillaume Malcani, ancien officier de l'armée de terre. Et tous les deux, nous faisons partie de l'association Vétérans de France qui œuvre à pérenniser la mémoire militaire française. Et pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Votre soutien est crucial pour nous, donc merci beaucoup pour votre soutien et surtout, bonne vidéo. Alors moi, mon engagement, il débute en 2017. Le cheminement se fait à ce moment-là. J'avais envie d'être réserviste. À l'origine, moi j'étais juriste en droit des affaires et ma spécialité c'était le contentieux des affaires et le droit social. À ce moment-là de ma carrière, je fais un plan de licenciement économique dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Un plan de licenciement économique fort, important, je vire une vingtaine de personnes. Et là, il y a une quête de sens. Je me dis, je suis juriste, c'est mon avenir, mais à quoi je sers vraiment ? Est-ce que c'est vraiment ça en fait mon objectif, de virer des gens, recruter des gens? Enfin, je me sentais pas à l'aise, je voulais vraiment donner plus. Et donc j'ai décidé de m'engager comme réserviste. Et je viens du Sud-Ouest, donc je suis allée au premier PIMA à Bayonne. Je suis allée taper à la porte et j'ai dit « Bonjour, je veux m'engager ». Alors, autant te dire qu'on m'a regardée avec des yeux bien ronds en se disant « Mais c'est pas là madame, c'est là-bas déjà ». Et puis, bonne chance. Et donc, je fais mon cursus de recrutement avec le CIRFA de Bayonne, qui m'oriente et qui me dit « Écoutez, réserviste, c'est pas possible. Non, enfin, il faudra attendre un an, c'est clôturé, c'est occupé. » Enfin, on me fait comprendre que ça sera pas possible. Et là, je lui réponds droit dans les yeux, à l'adjudant qui était là. Eh bien, très bien, je m'engage. Comment on fait pour s'engager ? Non, je veux les documents pour m'engager. Il n'y a pas de place dans la réserve, mais moi, je veux tout de suite être militaire. Et là, il me sort les documents pour être et sous-officier et officier. Et au regard de mon bagage universitaire, je me suis engagée comme officier sous contrat. Donc, c'est le profil officier sous contrat que je retiens, parce que j'ai un bagage universitaire, j'ai un Master 2 en droit des affaires. Et l'officier sous contrat, c'est un officier qui est... Donc moi, je rentre officier sous contrat spécialiste. C'est un officier qui a un contrat à durée déterminée, donc on pourrait appeler ça un CDD, 5 ans. Et spécialiste parce que j'ai une spécialité du fait de mon bagage universitaire, qui est à ce moment-là le droit, les ressources humaines. Et donc, l'objectif d'un officier sous contrat, c'est de servir la France dans cette durée de temps qui est déterminée, avec sa spécialité qui est celle de ses études ou des emplois qu'il a occupés auparavant. Donc moi, j'ai été engagée comme officier spécialiste, sous contrat spécialiste, juriste, RH. Je suis issue d'une famille de militaires, notamment moi j'ai grandi chez les chasseurs alpins et dans les forces spéciales à Bayonne. Voilà, je suis une petite fille de ces deux régiments-là, du 7e BCA et du 1er PIMA. Et donc j'ai une culture militaire qui est au fond de moi. Et j'ai toujours détesté l'armée, en disant, moi... l'armée ne me plaît pas parce que j'ai souffert de l'absence d'un papa et c'est pas une vie qui me fait rêver. Bon, il s'avère que je vais quand même m'engager et cependant, je remercierai toujours du coup mon papa de m'avoir donné cette éducation un peu militaire. Donc, il était soldat, militaire du rang, parce que quand j'arrive à Couët-Quidan, je suis pas dépaysée. Et c'est à Couët-Quidan que je vais me rendre compte de comment mon éducation va m'aider à m'en sortir, parce que quand tu arrives à Couët-Quidan, t'es complètement paumé. Déjà, t'arrives à la gare, on te dit que ça va être un bus à prendre, tu te retrouves avec plein d'autres personnes que tu connais pas, on sait pas quel bus c'est, et l'armée, tu te dis, on va tout de suite me commander, ça va être comme dans les films. Donc tu montes dans ce bus, on te dit rien, et t'arrives de nuit devant le 4e bataillon,
Et là, tu découvres la place d'armes, là où tu vas devoir être tous les matins et tous les soirs. Et là, c'est vraiment, on se regarde en chien de faïence et tu te dis où est-ce que j'ai atterri, mais je suis complètement folle d'avoir quitté le confort j'étais juriste en droit des affaires, hein, donc le confort d'un bureau, de collègues, d'un rythme de vie hyper confortable. Le soir, je faisais des after-work, enfin, je me suis engagée, j'avais 24 ans, donc j'avais une vie hyper sympa pour venir vivre dans ce bâtiment un peu froid, avec des personnes qui te crient dessus au départ parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, etc. Donc c'est la découverte, mais j'ai pas eu peur. Et j'ai trouvé ça tout simplement génial parce que le fait que j'ai eu cette éducation militaire, je me suis sentie presque chez moi. Quand on s'engage, ce qui est incroyable, c'est qu'on est tous au même niveau. On laisse tomber les robes d'avocat, on laisse tomber les armures, les beaux tailleurs, on laisse tomber même son bagage universitaire, ses diplômes, parce que quand tu fais tes classes au 4e BAT, tu es un soldat qui apprend à devenir militaire. C'est tout. Et donc là, on fait tomber tout ça, tu es mise à nu pour pouvoir apprendre le métier de soldat. Et tout le monde est logé à la même enseigne et on vit tous les mêmes difficultés. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est cet esprit de corps. Celui où on est tous dans la même difficulté, mais en se serrant les coudes et en traversant ensemble les moments difficiles, mais aussi les moments de joie, parce qu'on partage des moments de joie, on partage des moments de réussite. On se prépare ensemble aux tests, on se prépare aux épreuves. Et bien ces moments-là, en fait, ils te restent gravés à vie. Et tu forges forcément, déjà avec ta chambrine. Tu partages une chambre avec 6 personnes. Moi, j'avais un appartement au bord de la mer. Je viens du sud-ouest, donc j'avais un appartement au bord de la mer. Et du jour au lendemain, je partage une chambre avec 6 personnes, et dont une nana qui était auvergnate et qui se faisait livrer du fromage en chambre par ses parents. Et autant vous dire que si vous n'avez pas une appétence pour l'odeur de fromage en chambre, ça a créé quelques conflits. Mais tu vis des moments extraordinaires, des moments de découverte et de vie qui te marquent à vie, en tout cas pour les classes. On m'appelait Mimi les bons tuyaux, c'était mon surnom à Couette, parce que j'avais la capacité à me renseigner. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que les compétences se sont révélées. Moi, à Couette-Quidan, j'ai tout de suite compris les rouages, le système, comment ça fonctionnait. Et Mimi les bons tuyaux, elle arrivait à trouver le moyen d'aller faire les machines à laver alors qu'on n'avait pas le droit de laver le linge. C'était aussi un peu ça faisait partie, pas du bizutage, mais des règles qu'on devait respecter. Mais on n'avait plus de linge, il n'y avait plus rien. Et moi, j'avais la capacité à déterminer quand est-ce qu'il allait y avoir les exercices, trouver le moyen d'aller vite à Wagram, parce qu'en fait, on nous avait retardé, mais qu'il fallait qu'on aille quand même à Wagram, trouver un moyen furtif. J'ai quand même un moment fort que je retiens et qui me marque vraiment à Couette-Quidan. C'est le dernier exercice où on doit porter le blessé. Ce moment où on doit aller porter le blessé, donc c'est vraiment à la fin d'un stage d'aguerrissement. À la fin de ce stage d'aguerrissement, c'est le moment de rentrer au camp, il reste quelques kilomètres. Et puis à un moment donné, le commandement dit toi là, soldat le plus grand et le plus fort, tu cesses de marcher, tes camarades vont te porter et tu es le blessé de la section. Et il faut quand même se remettre dans la tête qu'il y a 4 mois, on était de simples civils. Et même si moi je m'étais entraînée sportivement, la majorité ne s'était pas entraînée à rentrer à l'armée puisqu'on est embauché on est recruté pour notre spécialité et non pas pour notre force physique. On n'est pas des forces spéciales, on n'a pas vocation. On a vocation à être soldat, mais on n'a pas vocation à être des opérationnels au sens pur qu'on peut l'entendre. Et donc très peu s'étaient préparés physiquement. Donc il faut savoir qu'à la fin de ce stage d'aguerrissement qui marque le bout de nos 4 mois de formation, on est épuisé, on sent la faim. On est à 1 semaine de notre remise de sabre et donc on est épuisé et là il faut porter le camarade le plus grand, le plus lourd. On est à bout, on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. Et moi je me mets à verrouiller et je me dis ok, on va subir mais on va y aller. Et là on me regarde, on me dit par contre c'est toi qui prends le commandement de la section. Et là, je me sors de ma torpeur. En fait, je m'étais conditionnée pour porter le soldat et vraiment, je serre les dents jusqu'au bout. Et là, en fait, je dois mener ma section jusqu'au bout, une section qui n'a pas envie, une section qui est fatiguée. Et il faut la mener jusqu'au 4e BAT. Et là, je me suis prise d'un élan, d'une envie de commandement et j'ai réussi à faire porter ce soldat par absolument tout le monde. Et on a passé un moment, tout le monde s'en rappellera parce que quand l'ordre est tombé, personne n'y croyait. Et ça a déroulé, ça a suivi et on est arrivé. Et là, il y a eu un vrai moment à la fin,
quand l'exercice était fini, un vrai moment de cohésion, de joie, et tout ça parce que le commandement te fait faire réaliser des choses incroyables. Tes hommes peuvent te suivre à faire des choses incroyables si tu mets réellement le cœur dans le commandement. À l'issue de la formation à Kouad-Kidan, j'intègre mon affectation. Alors ce qu'il faut savoir, quand on est officier sous contrat spécialiste, on connaît notre affectation au moment de s'engager. Donc il n'y a pas l'incertitude à l'issue des classes et de la formation de savoir où est-ce qu'on va être affecté. Donc on peut se projeter, on le sait dès le départ où est-ce qu'on va être. Quand on signe le contrat, on le signe sur un lieu d'affectation qui est déjà déterminé. Donc tout le monde sait à l'issue où est-ce qu'il va aller. Pour ma part, c'était Balard. Donc j'ai été affectée à Balard comme sous-lieutenant. Alors pour ceux qui connaissent Balard, je ne sais pas, c'est l'état-major. C'est l'état-major de nos armées, c'est le ministère des armées. Donc là où il y a tous les états-majors, en tout cas armée de terre, et c'est interarmée. Donc on a la marine nationale, on a l'armée de l'air et on a l'armée de terre. On a le SCA, on a la DGA. Donc tout ça, ce sont tous les organismes qui composent le ministère des armées. Et donc je suis affectée là-bas à la DRHMD. La DRHMD, c'est la direction des ressources humaines du ministère des armées. Et je représente l'armée de terre, puisque c'est l'armée dans laquelle je me suis engagée. Et mon rôle est de faire toute la... Pas moi toute seule, mais je suis dans un bureau qui est chargé de faire la politique des ressources humaines du ministère des armées, interarmées, pour le ministère sur 5 ans. Donc je suis affectée sur ce poste-là. Donc sans surprise pour l'affectation, avec énormément de surprises le jour où j'intègre, parce qu'on ne vous dit pas que vous allez être dans des bureaux. Il y a ce petit côté secret où, après avoir fait Kouad-Kidan, tout sous-lieutenant qui sort de Kouad-Kidan a qu'une envie, c'est de revivre ça, et c'est d'aller sur le terrain. Et dans les endroits bien feutrés de Balard, le terrain se fait rare, et le plus grand terrain que vous pouvez avoir, c'est votre salle de sport, si vous êtes autorisé à y aller. Et donc je suis affectée à Balard, et je ne vais pas rester très longtemps. Là-bas, donc, je fais des ressources humaines. Et clairement, c'est un univers qui ne me correspondra pas, puisque la nouvelle moi, celle qui sort de Kouad-Kidan, parce qu'on reste marqué, on prend un tournant dans notre vie quand on sort de cette formation, n'a pas envie de rester dans les bureaux et souhaite vivre pleinement ce qu'on peut vivre sur le terrain comme étant un soldat, et notamment un officier qui est sur le terrain. Donc je m'échappe, je m'évade le maximum de Balard en allant énormément à la salle de sport. Et à la salle de sport, je rencontre des opérationnels qui, tout comme moi, bon, bien plus gradés, mais qui, tout comme moi, s'évadent à la salle de sport également, parce que Balard, on a besoin d'un peu d'air. Et on discute, et je suis repérée pour faire autre chose que des ressources humaines. Et on me plante la petite graine en me disant, écoute, après avoir échangé avec toi plusieurs fois, de t'observer évoluer, on pense que tu as la possibilité de faire autre chose que des ressources humaines. Faut savoir que moi, je connais rien au monde du renseignement, et donc je ne sais pas trop lire entre les lignes. Et au bout d'un moment, je commence à dire, mais mon colonel, de quoi vous me parlez ? J'ai besoin de comprendre. Écoute, je pense que le renseignement, ce serait une branche qui te plairait énormément. Mais pour ça, il y a 2 conditions. La première, c'est que tu parles une langue étrangère, rare. Et la seconde, c'est que tu te débrouilles pour te faire recruter et quitter ton poste. Et en tant qu'officier sous contrat, tu es lié, marié, uni pour la vie, en tout cas pour les 5 ans, sur le poste sur lequel tu es recruté. À ce moment-là, donc, je me renseigne sur les services de renseignement, et j'ai la chance de parler avec des personnes qui ont été affectées dans différentes cellules et services de renseignement pour pouvoir me faire une idée de toutes les opportunités. Et je décide donc d'apprendre le russe. Tout simplement, je dis ça m'intéresse, ça me semble être une vie d'action, ça me semble être aussi une porte de sortie pour Balard. C'est intéressant Balard, mais j'aspire à d'autres aventures, on va dire, quand on s'engage sous le drapeau, et de servir autrement que dans un bureau. Et donc on m'a dit, tu dois apprendre une langue étrangère. Je décide d'apprendre le russe, donc sur mes deniers personnels et pendant mes vacances, puisque évidemment mon chef de bureau refusera absolument toute réaffectation. Et refusera donc que je me forme pour pouvoir potentiellement demander un poste, être muté dans les services de renseignement. Donc ce sera sur mon temps personnel, mon temps entre midi et 2.
où je vais apprendre le russe, et sur mes deniers personnels, où je vais aller me former dans une université de Saint-Pétersbourg, mais en Lettonie, pour ne pas marquer la Russie, où je vais apprendre le russe avec Olga, qui a été ma professeure, où j'étais toute seule avec Olga. C'est vraiment la guerre froide, hein, l'enseignement version guerre froide, où j'apprends le russe de façon intensive en Lettonie. Et puis, je passe différents diplômes en même temps, donc géopolitique du Caucase, crime organisé. En tout cas, je me prépare opérationnellement et intellectuellement à devenir officier de renseignement. On ne sait pas ce que c'est, je ne savais pas vraiment ce qu'était officier de renseignement, donc qui peut le plus, peut le moins. Donc je fais ce bagage intellectuel, la langue, les diplômes, et puis je m'entraîne. Donc je m'entraîne, je vais passer mes diplômes de parachutisme dans le civil, j'apprends à sauter. Je vais passer aussi mon diplôme pour plonger dans le civil. Tout ça sur mon temps personnel. Je vais donc apprendre absolument tout ça, puisque mon chef ne l'acceptait pas sur mon temps de travail. Et pendant donc, mes vacances, je fais du parachute, je plonge. Évidemment, je fais de la muscu comme un force spéciale. Je cours avec mon sac à dos. Je fais du grimpé de corde. Je fais des tractions. Et j'essaie de manger plus pour pouvoir avoir le TAP. Donc, c'est-à-dire l'autorisation de pouvoir sauter opérationnellement en parachute, parce que c'était une condition nécessaire pour candidater dans les services opérationnels des services de renseignement. Je mange, j'obtiens donc ce poids de 55 kilos que je ne retrouverai plus jamais. et voilà, je coche toutes les cases pendant 1 an à Balard, où je me prépare. Je suis surnommée à Balard le moine soldat, par notamment les services de renseignement, où on me disent « mais on ne pensait pas que tu allais complètement t'engager là-dedans à ce point ». Donc au bout d'1 an, contre l'autorisation de mon chef, mais j'ai une bonne étoile, des bonnes étoiles, sans jeu de mots, qui ont veillé sur moi, que je remercierai toute ma vie, et qui m'ont fait passer ces tests. Ces tests où finalement je n'ai ni fait de traction, ni sauté en parachute, ni plongé, mais où j'étais, en tout cas intellectuellement, extrêmement préparée. Donc je reçois à l'été un ordre de mutation me disant que je quitte Balard. Je quitte Balard et donc je réalise les tests. Des tests qui évidemment ne peuvent pas être divulgués parce qu'ils ont le grand honneur de nous surprendre et donc de ne pas y être préparés, malgré tous les livres que j'ai pu lire sur le sujet, parce que je n'ai absolument rien raté. Je me suis préparée comme une grande malade, donc vraiment j'ai lu les livres, je m'attendais à tout, j'avais fait tous les scénarios, mais on reconnaîtra ça au service de renseignement, et au service donc de recrutement et de formation, d'être ingénieux sur les tests à passer. Et donc j'ai été surprise, immédiatement surprise, c'est-à-dire je suis sortie directement de ma zone de confort et puis d'anticipation, et je me suis sentie à ma place. Le vrai truc qui s'est passé pendant ces tests, c'est que j'étais pas préparée à passer ce type de test-là, et je me suis sentie à ma place. Donc il faut savoir que moi j'ai passé les tests en région parisienne, je reste parisienne et je serai affectée dans une région parisienne. Et pendant ces tests, ils servent à savoir si vous avez la capacité d'aller plus loin, d'être formé et d'être testé pour d'autres unités, mais en tout cas ils servent à voir si vous n'êtes pas venu, si vous n'êtes pas un touriste. C'est vert ou rouge. À l'issue, il n'y a pas de orange. C'est vert, tu as un terreau favorable à pouvoir poursuivre. C'est rouge, on te ferme la porte et tu ne reviendras plus jamais. Je passe ce test donc opérationnel. Évidemment, il y a les tests psychologiques qui sont extrêmement lourds pour un officier, parce qu'un officier est voué à commander en opération. Donc, ce sont des tests psychologiques qui sont complexes. Et évidemment, la sécurité, qui pour moi, étant d'origine vietnamienne, a été un long entretien et un très lourd dossier, puisqu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec une nation étrangère quand vous allez servir les services de renseignement français. Et donc, c'est l'accumulation de ces 3 niveaux de tests. Ils sont cumulatifs, donc il faut avoir 3 pastilles vertes pour pouvoir être intégré. Mais ça, c'est ne serait-ce que la toute petite marche. Parce qu'après, donc vous êtes affecté, et là, vous passez des tests supplémentaires pour dire ok, vous êtes éligible. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on vous met.
Et vous passez des tests plus compliqués, plus difficiles. Et à la fin, on vous dit, moi ça c'est quand même très fort, hein, c'est pas dans les films, hein, c'est la vérité, c'est bon ben super, t'es excellente, tu signes? Et là je réponds mais je vais où? Mais tu signes et tu sauras, si tu signes pas, tu sauras jamais. Es-tu capable de signer là pour te dire où tu vas aller? Et après on te dira où tu vas aller. T'es capable de t'engager pour ton pays sincèrement? Évidemment, je signe. et là, je découvre mon affectation, qui sera au sein de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, et je serai à la direction des opérations. J'ai passé les tests en hiver, et à un moment donné, je suis... c'est pas kidnappée, mais en tout cas, je suis mise dans un camion dans lequel je dois observer quelque chose, et je ne sais pas quoi. Et là, c'est un test qui vient pour vous... pour venir voir si vous avez la capacité de résilience, d'attente et d'observation. Et vous êtes enfermé pendant des heures dans un endroit clos. Moi, je sors des bureaux. On ne vous dit rien. C'est-à-dire que pendant les tests, on ne vous dit pas bon, après, tu vas passer ça. Tu ne comprends pas, tu vois un mec qui vient te parler, tu ne sais pas si c'est un test ou si c'est un fou dans la rue. Bon, c'est un peu spécial. Et là, ça a été extrêmement long d'attendre dans ce qu'on appelle un SOOM. C'est donc un véhicule qui est dissimulé, enfin en tout cas qui permet de passer inaperçu dans le monde. Dans le monde, je veux dire, dans l'univers civil, en ville, et on me met dedans. Et mon objectif, c'est d'attendre et d'observer, mais je ne sais pas quoi, et de surtout pas rater ce que je suis censée observer. Et là, vous avez un moment de grande solitude, parce qu'il fait extrêmement froid. La scène arrive des heures et des heures et des heures. Donc vous avez le temps de gamberger pour vous dire est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'observe? Qu'est-ce que je fais là? Alors est-ce que je dois fouiller le camion? Moi je me mets à fouiller, j'aurais peut-être pas dû, c'est un peu flippant, ça sent pas très bon, enfin bon, il y a rien qui va. Et clairement, moi je me suis dit quand même, c'est ça que je veux faire plus tard. Et clairement, je pense que je dois avoir un grain parce que je me suis dit, ouais, carrément, on y va. Et en tout cas, j'ai signé sans savoir où j'allais. Quand je suis mutée à la DGSE, il y a ce jour de rentrée où tous les nouveaux arrivants, fiers d'en être, sont là. Et donc on se retrouve tous les services confondus, tous les nouveaux arrivants de la promotion à être là. Et dans cet amphithéâtre, il y a la direction des opérations, la direction du renseignement, les services administratifs. En fait, la DGSE est composée d'énormément de talents et pas que des warriors avec des couteaux entre les dents. Un service de renseignement, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre plusieurs compétences, des compétences intellectuelles, linguistiques, pays géographiques, du commandement, des civils, des militaires et bien évidemment des opérationnels. Donc c'est un tout et tout le monde fonctionne en cohérence. C'est un tout qui fonctionne en cohérence. Mais en tout cas, la rentrée, elle se fait tous mélanger. Et il y a un moment qui a marqué ma vie et qui est une grande fierté, c'est qu'à un moment donné, sur donc, un amphi rempli, je ne pourrais pas te dire combien il y avait de personnes, mais un bel amphi rempli, une dizaine de personnes sont demandées à être isolées. Et on comprend que cette dizaine de personnes, c'est l'élite de la DGSE. Et je suis dans cette dizaine de personnes. Et je ne savais pas où j'atterrissais. Et donc là, on me dit, vous, voilà, venez. Et moi, j'étais préparée, pour le coup, à faire la rentrée DGSE. Celle-ci, elle est assez... on sait qu'il faut préparer... il y a une petite sortie terrain, on sait qu'il y a une rentrée un peu de formation, une initiation. Et finalement, je ne bénéficierai pas de cette rentrée-là. Je vais être exfiltrée, isolée du service au sens large, pour être formée, façonnée, modelée à ce qu'on attendra de moi sur la suite des missions. Donc va s'en suivre une formation intensive de plusieurs mois où on apprend les métiers les plus spécifiques de mon unité. Donc nous, c'est une unité qui est en appui aux opérations clandestines, donc des opérations qui sont gardées secrètes, parfois non revendiquées par l'État, donc qui ont un risque, tant pour les agents qui opèrent
en opération, mais aussi les personnes qu'on accompagne, comme étant des personnes qui vont discuter avec les sources du renseignement. Donc on vient les soutenir à pouvoir aller chercher du renseignement sur le terrain. Et donc on va apprendre un savoir-faire incroyable. C'est des opérations qui sont illégales, qui dans le cadre légal aujourd'hui, le commun des mortels, les moldus que nous sommes ici maintenant, donc plus des opérationnels, ne sont pas autorisés à pratiquer. Et on apprend ça pendant des mois. Moi je suis une officier, donc je vais commander une de ces unités-là à l'issue de cette formation. Et là par contre on ne sait pas quelle unité on va commander à l'issue de la formation. On émet un souhait. On émet un vœu, on prouve des compétences pour commander cette unité-là et à l'issue, le commandement décide de où est-ce qu'ils vont vous affecter. Et là encore, j'en suis très heureuse, j'ai commandé une unité dans laquelle je suis extrêmement fière. Et surtout, j'ai été une des premières femmes à commander cette unité. Une unité qui est composée d'hommes, quelques femmes, très peu, d'hommes qui ont vécu des choses. Ce sont les gens qui travaillent dans cette unité-là, ce sont des personnes qui sont en seconde ou troisième partie de carrière. Donc nous avons souvent des sous-officiers, uniquement des militaires. Il y avait quelques civils, mais c'était des militaires qui s'étaient reconvertis civils, mais qui avaient tout aussi... C'était des militaires de toute façon, au fond d'eux, mais c'était seulement le statut qui changeait. Donc que des militaires opérationnels, souvent sous-officiers, quelques militaires du rang, et des personnes qui ont fait... l'Afghanistan, qui ont fait le Liban, en tout cas qui ont fait des choses que je n'ai jamais faites. Pour l'anecdote, quand je suis arrivée et que j'ai pris ce commandement-là, alors on dit, ouais, commandement, en tout cas c'est commandement d'une unité, de direction, on édulcore un petit peu plus. J'ai quand même eu l'honneur de commander quelqu'un qui est né la même année, enfin moi je suis née l'année où il s'est engagé. Et donc, quand il m'a dit, on se présente, et il me dit, moi je me suis engagée cette année-là, et là je le regarde et je lui dis, je suis née cette année-là. Et il me dit, ouais, mais tu seras ma chef. Et il y a eu des vraies difficultés pour moi au départ, parce que je ne suis pas formée à commander, puisque moi je suis une officier sous contrat spécialiste, donc je sais exercer ma spécialité au sein de l'institution, et je n'ai pas fait le parcours qui permet d'apprendre le commandement à Couët-Quidan. Il y a un parcours qui est parallèle, qui est celui d'apprendre à commander. On est des officiers sous contrat, mais on apprend à commander, donc on est voué à commander un jour une unité. Moi, ce n'était pas mon cas, et je n'ai pas été formée au commandement, à aucun moment. Et quand je suis arrivée, j'ai quand même eu, souvent c'est des forces spéciales, commando, beaucoup de 8e RPIMA, 1er PIMA, en tout cas toutes les forces spéciales visent un jour à intégrer cette unité-là. Donc c'est que des élites, des personnes extrêmement incroyables, et on pourra en parler, mais au départ il y a beaucoup d'ego, et c'est une vérité. Ce sont des hommes qui ont travaillé dur pour pouvoir être intégrés dans ces unités-là, ils estiment avoir leur place, et ils l'ont totalement, et ils me voient arriver. Il faut quand même imaginer 1m60, moins de 30 ans, toute midinette que je suis, arriver et devoir être la patronne de cette unité-là. Et il y a un agent qui me dira j'ai jamais été commandée par une femme et c'est pas demain la veille que ça se passera. Et j'ai répondu que c'est comme tout dans la vie, ça passe toujours, vaut mieux pas forcer sinon ça fait mal. Mais c'était quand même quelque chose. Et j'ai appris à commander finalement avec le cœur. Quand j'étais à Ballard, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Un colonel avec qui je m'entraînais tout le temps à la salle de sport, qui je m'entendais énormément, et j'ai l'habitude de dire tous les matins quand je le croisais, mes respects mon colonel. Et puis un jour, il porte 2 étoiles, et je regarde et je fais mes respects mon général. Et je bug et je dis félicitations. Ah non, on ne doit pas dire félicitations. Et il me dit dans mon bureau, quand tu as un moment, tu prends rendez-vous et tu passes me voir. Je ne sais pas trop pourquoi, j'y vais, et là il me remet ses galons de colonel. Il me dit dans mon unité à moi, dans mon régiment, si on fait ça, c'est une transmission, je te remets mes galons de colonel, tu les gardes à vie, et je vais te donner un conseil pour commander. Il savait que j'allais partir, mais moi je ne savais même pas ce que j'allais faire, mais il m'a donné un conseil à ce moment-là. Et il me dit, n'oublie jamais qu'il faut commander les hommes avec le cœur. Si tu aimes tes hommes, ils te suivront n'importe où. Cette phrase, je l'ai marquée dans un carnet, je l'ai gardée,
Et quand je me suis retrouvée face à cet agent qui m'a dit... et puis bon, c'est un parmi tant d'autres, il y en a qui te le disent en face, etc. Ben, je me suis dit, en fait, je vais les aimer. Je vais profondément les aimer pour ce qu'ils sont. Je vais apprendre à les connaître et je vais commander pas comme on commande à l'armée, comme moi, je commanderai. Et donc j'ai commandé cette unité et ce qu'à le dire, on est allé au bout du monde ensemble. C'est vraiment une famille parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type d'unité, c'est très difficile d'avoir une vie personnelle à côté. Tout le monde en a une. On n'a pas que des personnes célibataires, endurcies, etc. On a des personnes qui ont des familles et ça devient difficile pour eux de challenger famille, vie personnelle, épouse, alors qu'ils partent. Alors quand on part sans dire où on va, combien de temps on part, et on est injoignable. On part en identité fictive. On est injoignable. Donc c'est très difficile de construire, de se trouver une petite amie, par exemple, à ce moment-là, parce que tu disparais 15 jours, tu n'as pas le droit de dire que tu es agente, qui reste. Et donc là, les enfants commencent à subir ce type d'unité, quand le papa est affecté, ce type d'unité-là, les épouses. Il y a des vrais sujets. Moi, quand j'ai pris le commandement de cette unité-là, j'ai créé une cellule pour les épouses. Parce qu'étant une femme, je me suis dit, ça n'avait jamais été créé. Et j'ai créé une ligne sur laquelle les épouses pouvaient m'appeler, parce que j'étais au commandement, je ne partais pas tout le temps avec les hommes, pouvaient, quand moi j'étais en base arrière, téléphoner autant que de besoin pour me raconter si ça n'allait pas, s'il se passait quelque chose, etc. Et elle a été utilisée, cette ligne. Elle a été utilisée par des épouses qui m'appelaient en me demandant il devait rentrer ce soir, il n'est pas là, j'ai peur. J'ai eu des épouses qui m'ont appelée en disant la cheminée s'est effondrée au milieu du salon. Je fais quoi? Il faut savoir qu'on n'est pas un régiment. Les épouses ne sont pas inclus, il n'y a pas d'esprit de corps, il y a un esprit de famille entre nous, entre les hommes et de l'unité. Et on est isolés de tout le reste. Et les familles, elles sont livrées à elles-mêmes. Et l'agent, il est projeté, on ne le fait pas revenir, quoi. Donc comment on gère ça? Comment on reloge cette famille? Et ça n'avait jamais été mis en place. Et donc, ok, comment on vous reloge avec vos enfants? Et ça, c'est pas quelque chose qui était du tout pris en compte avant que j'arrive. Et quand j'ai vu le nombre de fois où mon téléphone a sonné, où je recevais juste des textos, un petit message, je me suis dit que là, il y a un vrai sujet. Et les hommes reviennent et, enfin, faut s'imaginer, vous êtes partis 15 jours, vivre quelque chose de sensationnel, ça s'est bien ou pas bien passé, et vous revenez, et votre maison, la cheminée, elle est tombée en plein milieu du salon, votre épouse vous déteste parce que vous n'avez pas été là pour elle, c'est dur, et ces hommes-là, il faut leur garder la tête froide, c'est des opérationnels qui sont tout le temps projetés, etc. J'ai un profond respect pour tout ce qu'ils font, parce que une fois, j'ai comme quelqu'un qui est venu dans mon bureau, et qui est venu pleurer, hein, et qui m'a dit même une plante verte ne vit pas chez moi. Et moi, je me dis, ils vont devenir quoi quand ils vont quitter? Et ça c'est vraiment hyper fort, parce qu'on oublie que dans l'ombre, il y a des personnes comme ça qui ont décidé de donner toute leur vie au service de la France, et qui ne peuvent même pas, ils s'en vanteront jamais, qui ne peuvent même pas le dire à leur épouse. Alors on dit qu'on a le droit quand même à un confident, mais jamais les pays où ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait. Leurs enfants les détestent pour leur absence. Il y a des divorces qui se passent. C'est dur de se construire en tant qu'homme et de trouver cet équilibre. Et donc ouais, il y a vraiment des choses fortes, quoi. Une fois, je pars en binôme. Donc en tant que femme, c'est assez sympa et simple à monter la mission, parce que en tant que femme, on peut avoir un conjoint fictif. Donc on part en binôme, je pars donc avec un homme. Et donc on prépare notre légende avant de partir et de passer les frontières. Et on est préparé comme il faut, etc. Je ne suis pas inquiète. Et puis on prend l'avion et on va dans un pays qui est assez sensible, en tout cas où la France ne peut pas revendiquer d'envoyer des agents, voilà, pour des raisons géopolitiques et puis sécuritaires. Et donc on atterrit, on se dit ok, on est encore là, on est content. Et puis passé l'aéroport, il y a 2 agents de sécurité qui nous font comme ça et qui nous séparent. Alors là, à ce moment-là, j'ai un petit coup
Au fond de moi, hein, j'ai vraiment un petit coup de flip parce que je me dis, mon binôme parle pas très bien anglais. On est briqué, mais j'ai peur qu'il y ait un impair qui peut être commis. Mais j'ai toute confiance en ce qui pourra se passer. Mais quand on sépare 2 agents à l'aéroport, on se demande toujours si la couverture est grillée, quoi. Faut être parfaitement honnête. Un agent qui n'a pas peur, c'est un agent qui est dangereux. Et là, on se fait interroger chacun de notre côté. Et il s'avère que finalement, c'était simplement un questionnaire sanitaire. Et qu'il n'y a rien qui a été suspecté. La mission a pu être réalisée dans de très bonnes conditions, sans aucune menace. Le sujet des agents qui sont en couple pour la bonne réalisation d'une mission, la femme est un atout. Il ne faut pas se mentir, il y a très peu de femmes qui ont la capacité de s'engager opérationnellement comme ça, avec des projections clandestines, c'est-à-dire longues ou moyennement longues, sans donner de nouvelles. Et on ne construit pas de famille pendant ce temps-là. C'est surtout ça le sujet. Donc quand une femme est dans une unité, il faut savoir exploiter ce potentiel-là. Le potentiel d'une femme projetée, évidemment, ça évite les soupçons. Et un couple, c'est toujours un binôme, c'est toujours beaucoup plus discret. Donc on a utilisé et on utilisera toujours ce système de créer des binômes. Alors maintenant, il y a toujours... on me pose souvent cette question pour démystifier, mais alors du coup, tu es vraiment en couple avec comment ça se passe pour vos conjoints respectifs, etc. Alors déjà, je mets un point sur le fait qu'on respecte, que j'ai un grand respect pour les familles et pour mon mari, qui savait que moi je partais en binôme, qui doivent accepter, contre leur gré parfois aussi, avec des doutes et des soupçons, le fait que son conjoint parte avec un autre partenaire ou une autre partenaire qui n'est pas soi. Donc c'est la solidité de la base arrière qui permet de constituer un couple solide en mission. Et l'agence, l'unité ne nous oblige pas à coucher ensemble. Même si vous n'êtes pas un vrai couple, il faut qu'il y ait une complicité affective, en tout cas qui soit vraie. Un bon mensonge, finalement, c'est une vérité un peu modifiée. Et donc, il faut pouvoir jouer le rôle jusqu'au bout et être assez proche, surtout dans des pays sensibles où bien sûr, vous devez partager la couche du partenaire s'il le faut, parce que les logements peuvent être visités à tout moment par le pays en question où vous êtes. Et voilà, il faut être cohérent dans sa légende et dans sa capacité à réaliser des choses pour le bien fondé de la mission et bien sûr servir les intérêts de notre pays. Mais en aucun cas, on n'oblige pas d'être en couple, de jouer le scénario d'être en couple. C'est quelque chose qui peut être proposé par l'unité. On ne nous a jamais obligés à quoi que ce soit. Et c'est un scénario qu'on propose nous-mêmes pour la bonne cohérence de la mission ou la sensibilité de la mission. Et le but, c'est la réussite. Salut à tous, c'est Troc de Vétérans France. Je remercie Nutrimia, qui est une marque française avec des produits fabriqués en France, qui nous a soutenus en 2025 et qui vont nous soutenir en 2026. Vous avez le code VDF10 pour avoir droit à 10% sur la boutique de Nutrimia. Moi, j'utilise plusieurs produits chez eux. Donc, j'utilise la crème de riz avec la saveur biscuit et que je couple avec la Whey Isolate. Et avec ça, on fait des pancakes avec mon fils. J'utilise aussi de la Whey Isolate en shaker. Puis, je prends aussi du collagène. Donc, voilà. Pour au niveau des articulations, j'ai 45 ans, je trouve ça bien et je prends aussi des électrolytes pour tout ce qui est récupération. Donc moi c'est la saveur pêche citron que je trouve très bien. Ils ont vraiment de nombreux produits différents suivant vos envies et vos goûts et suivant vos besoins aussi. Le code c'est VDF10. Merci beaucoup Nutrimia pour votre soutien en 2025. Merci de nous suivre. J'ai vécu un fort moment dans mon unité. C'était le DO, donc, qui est le grand patron de la direction des opérations. DO, c'est la direction des opérations de la DGSE, nous faisait l'honneur de venir visiter notre unité. Donc nous, on est une unité opérationnelle, mais isolée, un peu pas cachée, on ne nous cache pas, mais isolée, discrète. Et donc rarement viennent les autorités pour
pour nous visiter ou voir ce qu'on fait, mais on reste une unité militaire avec des soldats qui ont besoin aussi de voir qu'on est considéré par les chefs. Et on nous annonce que le directeur des opérations va venir visiter l'unité. Je ne suis pas en charge d'organiser cet événement, mais je sens qu'il y a une effervescence dans l'unité. Et il s'avère que la personne qui devait organiser cet événement, je ne sais même plus pour quelle raison, je crois qu'il y a eu un départ opérationnel, n'organisera pas l'événement et c'est moi qui dois organiser la venue du directeur des opérations. Donc je reprends la main et on me dit oui, bon alors c'est simple, PowerPoint dans la salle de briefing et on présente le matériel, où les budgets sont allés, les nouveaux matériels, les nouvelles techniques, bref un truc hyper long et chiant en fait, qui clairement ne me ressemble pas dans ma façon de commander. Et donc je demande à mes supérieurs, je dis est-ce que je peux avoir une carte blanche pour faire quelque chose de sympa. Je veux recevoir le DO, d'ailleurs c'est à l'issue, ils partent à la retraite. Je veux pouvoir le recevoir à ma façon. Est-ce que vous me faites confiance? Et je remercierai mon commandement qui m'a dit oui. Et donc, on va dans la salle de briefing. Je briefe le directeur des opérations sur les grandes lignes politiques, politiques de l'unité, etc. Et puis après, je lui dis, écoutez, maintenant, vous êtes sous mon commandement. Vous prenez votre nom. Donc, le directeur des opérations a aussi un pseudo, comme nous tous. Vous êtes donc, je dis son pseudo, et vous êtes sous mon commandement. Maintenant, à l'issue, vous allez descendre, un agent vous attend et vous partez en mission. Et ce que j'ai réalisé, c'est que pour lui montrer toute la force opérationnelle de notre unité, j'ai organisé une mission fictive, pour pas qu'il y ait d'enjeu sur une autorité. Il était avec moi, donc j'étais à ses côtés, et à chaque fois, je lui commentais en direct ce qu'il pouvait observer ou vivre, puisqu'il a lui-même fait une filature moto où il a compris que nous prenions aussi des risques. L'objectif, c'était de montrer les risques qui sont pris par les agents, les compétences qu'ils exercent au quotidien dans une situation qui est celle qu'on lui a présentée. On a essayé de faire tous les scénarios possibles qu'on a au quotidien, même si c'était dans un environnement plus sécurisé que l'étranger, de lui montrer le matériel sensible, là où les fonds sont investis aussi dans l'unité. Et donc, il a assisté et vécu absolument chaque étape. Et tous les agents ont eu un moment avec le général, directeur des opérations. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que chaque agent présente son savoir-faire dans un temps avec lui. Donc les fileurs moto, il est monté sur la moto et il pouvait discuter avec le conducteur de la moto pour expliquer les subtilités, etc., etc., etc. Donc chaque agent a présenté et a pu passer un moment privilégié avec le général. Et à l'issue, donc évidemment popote, ça va de soi, et le général remet un cadeau à l'organisateur, donc moi, et ça a été très marrant parce qu'il a dit une chose, donc il m'a remis un couteau que je voulais justement t'amener, que je n'ai pas pu amener. Il m'a remis un couteau gravé en me disant alors je suis désolée, je ne pensais pas que c'était une femme qui commandait cette unité, sinon j'aurais choisi un autre cadeau. Et je lui ai dit, vous savez, il n'y a pas plus beau cadeau que celui-ci, et d'ailleurs je l'utilise toujours, il est toujours avec moi quand je vais faire mon footing. Et oui, je cours avec un couteau quand je fais un footing, c'est normal. Et donc voilà, donc c'était marrant parce qu'il a aussi passé du temps avec les femmes de ces unités-là pour comprendre. Et ça, c'est un moment, certes pas opérationnel, projeté, mais c'est un moment qui résume extrêmement bien mon temps passé là-bas. Je suis projetée à l'étranger donc la mission se déroule parfaitement bien, c'est nominal, on fait ce qu'on a à faire sur la zone. Et à un moment donné, j'ai eu assez peur, enfin non, pas peur, j'ai été surprise et j'ai été inquiète à l'issue puisque je prends l'ascenseur pour aller à mon logement avec un Iranien et qui me parle et qui essaie de me vendre du savon. En me disant que je suis une Iranienne et que je devrais être intéressée par ce qu'il a à me vendre et que je dois aller avec lui. Vraiment quelque chose d'assez ubuesque parce que ce n'est ni la zone,
ni le contexte. Et puis bon, accessoirement, on est tous sensibilisés en tant qu'agents. On n'a pas réellement envie que les services iraniens s'intéressent à nous, et même en tant que population classique. Et donc je passe... là, j'ai eu un moment d'extrême solitude dans cet ascenseur, seul. 7 étages, c'est extrêmement long, avec cet individu qui essayait par tous les moyens de me vendre du savon, parce qu'il pensait que j'étais une Iranienne et que ça devrait m'intéresser. Je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, je n'ai jamais été inquiétée, je n'ai jamais... Donc, parfois, on peut dire qu'on voit des rats bleus, c'est ce qu'on dit dans les services de renseignement, quand on voit quelque chose de suspect mais qui ne l'est pas, et que c'est notre cerveau qui nous joue des tours, parce qu'on a trop le regard aiguisé, et parfois on a aussi peur, et c'est normal, ça alimente la mission, mais rester coincé dans un ascenseur avec un Iranien pendant plusieurs minutes qui est persuadé que vous êtes iranienne et que vous devez le suivre, je vous assure qu'on est préparé à bien des choses, mais ça c'est spécial. Parce qu'il ne faut pas, bien évidemment, il faut se sortir de la situation de façon délicate et en cohérence avec la légende de la présence sur la zone. Et donc, pas être offensif si on n'a pas une personnalité offensive. Et donc là, la légende joue pleinement son rôle, parce que je ne suis pas intéressée par le savon, et donc qu'est-ce que je fais ici si je ne suis pas intéressée par le savon? Voilà quelle était un peu sa question. Et là, il fallait bien maîtriser la chose et bien expliquer que... En tout cas, essayer de s'en sortir pour ne pas avoir d'ennui. Et je rassure tout le monde, il n'y a eu aucun souci, il n'y a aucun enjeu international sur ce point-là. Alors en fait, surtout ce qui est spécial dans l'unité dans laquelle j'exerçais, c'est que nous, on travaille en civil. Et en aucun cas avec un soutien militaire, et en aucun cas sur des zones dites de guerre. Et donc, on est des personnes lambda, et donc le risque, la menace, elle est différente. Elle est différente d'une menace armée. Elle se cache dans la subtilité de personnes qui sont tout aussi dissimulées que nous. Elle est là, le risque et les enjeux sont là, c'est d'être identifié par un environnement qui vous observe, et elle n'est pas aussi franche et directe qu'une force armée, mais elle est tout aussi dangereuse. Parce que derrière, l'espionnage, selon le pays, est condamné à d'atroces souffrances. Sans rentrer dans le détail et jeu de mots, mais c'est une réalité. Donc les enjeux politiques, géopolitiques, étatiques sont majeurs, mais les enjeux individuels, derrière, sont majeurs également. Parce que, voilà, un agent qui se fait attraper pour espionnage sur le territoire ennemi, ou en question en tout cas, risque sa vie et risque les intérêts de son pays. On est conscient de l'enjeu, on est conscient du risque, mais on n'est jamais assez préparé. Et d'ailleurs, toute personne qui aura vécu cette situation saura dire si elle a été assez préparée ou pas. Tant qu'on ne vit pas une situation comme celle-ci, on peut pas... Ce ne sont que des projections. Néanmoins, on est recruté pour des prédispositions psychologiques. Et donc, une capacité à pouvoir s'adapter, se dissocier, à traverser des choses. C'est qu'il faut réussir à être vigilant, à être capable d'identifier la menace et de réagir à l'identifier et à réagir en conséquence, sans être parano, parce que la paranoïa, elle va venir bloquer la bonne réalisation d'une mission, elle va apporter de la lourdeur opérationnelle, elle va apporter de la contrainte psychologique. Donc il faut vraiment trouver un point d'équilibre. Et c'est là aussi où les tests et la formation sont indispensables. Les tests pour avoir un terreau favorable et être prédisposé à pouvoir vivre ce genre de situation et à pouvoir la piloter, la manager du mieux qu'on peut. Et la formation pour pouvoir justement nous modeler, nous former à une capacité à traverser ce genre d'épreuve. Et je remercie le ciel, mais aucun de mes agents n'a eu à traverser et vivre ce type d'épreuve durant la période où j'y étais. Quand on sort de la formation elle a pour but de nous apprendre à ne pas être militaire, à être militaire dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, mais de ne plus paraître militaire. Et ça s'appelle un peu un processus de démilitarisation.
Et on apprend à démilitariser les agents, enfin les soldats pour qu'ils deviennent agents. Les soldats avec un grand S, hein, voilà, c'est pas question de statut. Le soldat pour qu'il devienne agent. Tu deviens agent quand tu as été démilitarisé. Et les hommes qui intègrent cette unité viennent d'unités forces spéciales, plutôt assumées, armoire à glace, coupe bien rasée de près. Tout le monde a à peu près le même style vestimentaire, hein, parce que visiblement, quand on porte le treillis tout le temps, le style vestimentaire après peut être un petit peu laissé à l'abandon. Eh bien, il se passe des choses. Et ça, moi, j'ai pris un très grand plaisir dans cette partie-là. Et ben, c'est accompagner à trouver une nouvelle coupe de cheveux. T'as jamais porté de barbe, ça te va super bien. Maintenant, tu porteras la barbe. Et on va changer ton style vestimentaire. Moi, je suis allée faire du shopping avec mes hommes. Je suis allée faire du shopping pour dire non, là, tu ressembles vraiment trop à un militaire qui sort de régiment. Et donc, comment, en fait, tu vas t'habiller dans l'environnement, dans le pays où on pourrait aller, en tout cas, génération actuelle. Et donc, c'est des personnes aussi qui ont exercé pendant 15 ans en régiment. La garde-robe, elle n'était pas non plus fournie. Mais ça peut paraître futile ou quoi, mais ce sont nos accessoires de dissimulation et d'infiltration d'être en civil. Et être en civil, c'est pas un militaire déguisé en civil. Il faut pas. Il faut que ce soit un vrai civil, un vrai homme du monde. Et en plus, chacun a sa légende. Donc sa légende, ça veut dire qu'on a une identité particulière, on vit dans un endroit particulier et on a un métier particulier. Il faut que ce soit cohérent. Et donc tout ça est construit avec une cohérence. Et voilà, il y en a qui étaient des bikers. Et donc en cuir, la barbe, la petite couette, etc. Et puis ils avaient dans la vraie vie une vraie moto, etc. Et donc, voilà, ça c'est une légende qu'ils ont construite et qui pourtant, en unité, c'était carré. Et donc ça, il faut amener petit à petit. Et c'est un vrai travail psychologique et c'est un vrai travail difficile à faire, hein, parce que quand on a été 15 ans militaire et qu'il faut du jour au lendemain très vite s'infiltrer, et puis le vocabulaire. Énormément. On parle pas comme dans un régiment. Quand je disais quelque chose, à un moment donné, on me disait reçu. Si tu dis reçu, on est grillé. Tu vas nous griller en disant reçu. Et donc c'est vraiment de réadapter le langage. Et ça fait partie de la formation pour devenir agent. Il n'y a rien de pire qu'un agent qui, passé la frontière, ressemble à un officier militaire, quoi. On le voit à 3000 en plus. J'ai un moment où on a bien rigolé. C'est sur une mission, on n'arrivait pas à observer correctement la cible. Et on a décidé de monter un scénario de clochardisation. En gros, un agent a pris la vie d'un clochard pendant plusieurs jours pour pouvoir observer une zone spécifique. Et c'est un grand moment quand on veut être un clochard. C'est pas juste je m'habille salement et je m'assois, c'est il fallait qu'il soit à la 16-9, qu'il sente la 16-9, qu'il ait laissé sa barbe depuis plusieurs jours, qu'on ait déversé Donc on a eu toute une préparation pour que ce soit réaliste. Et c'est vrai qu'avec l'agent et l'unité, quand on a monté cette mission, quand on l'observait de loin et qu'on se disait putain mais c'est un des nôtres, c'est un vrai bon clochard, il réussissait vachement bien. Et là il a pu observer des choses qui sont fascinantes sur les cibles. Mais alors la transformation de tes agents en clochard, c'est quand même un moment marquant, parce que c'est drôle à faire, mais c'est aussi pas drôle à vivre, parce que il a vécu pendant plusieurs heures et même jours cette situation, et donc il a touché aussi du doigt cette précarité qu'il y a au sein de notre pays. Et donc c'est à la fois rigolo à préparer parce qu'on a une effervescence de dire quand même on va avoir un clochard dans l'unité, c'est génial, etc. Mais le vivre, pour la réussite de la mission, ça s'est bien passé, mais le vivre, l'agent derrière a aussi trouvé ça humiliant en fait d'incarner finalement cela et à traverser l'humiliation que peuvent vivre ces personnes au quotidien. Alors si aujourd'hui je devrais m'adresser à un jeune qui a envie d'intégrer l'institution, ce que j'aimerais lui dire, c'est de venir comme il est. Moi je trouve que l'institution, les armées, spécialement l'armée de terre, parce que c'est ce que j'ai connu, nous permet de venir comme nous sommes, donc diplômés, pas diplômés, et on va tout apprendre là-bas. Il ne faut pas avoir peur.
Vraiment, foncez, c'est une expérience de vie et c'est un bagage qui vous restera de valeur, de savoir-être, de valeur qui vous servira toute votre vie et encore plus dans le contexte actuel que nous sommes en train de traverser, géopolitique, économique, assez instable. Donc vraiment de ne pas avoir peur de pousser les portes d'un centre de recrutement en se disant je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez... moi je veux rester dans les bureaux. Il y a de la place pour tous les profils. Donc quelqu'un qui veut rester dans les bureaux aura la possibilité de l'être. Quelqu'un qui veut vivre du terrain aura la possibilité de l'être. Ce qui est important, c'est de bien savoir ce qu'on veut dès le départ, ou du moins de se faire accompagner petit à petit dans son cheminement pour pouvoir avoir une vision et faire une proposition de carrière en ce sens. Mais l'institution a cette force de pouvoir accueillir une diversité de profils et on peut tous trouver un grand plaisir à s'engager. Ce que je dirais à un jeune ou une jeune qui a envie d'intégrer les services de renseignement, c'est d'acquérir une compétence rare. Et la compétence rare, elle se mesure pas juste avec des diplômes, même si les diplômes font toujours la différence. La langue fait quand même une différence assez importante. Donc d'apprendre une langue étrangère et de la maîtriser, c'est quelque chose de fort. Moi, ce que je veux dire, une compétence rare, c'est les valeurs aussi, c'est extrêmement important. On ne se rend pas compte, mais dans les services de renseignement, la loyauté, c'est une valeur qui est importante, la capacité d'adaptation. En tout cas, développer des skills, des soft skills et des compétences qui se font rares aujourd'hui, c'est quelque chose à mettre en avant. Et les services de renseignement ont aussi un grand panel de profils, de postes et ils travaillent avec un grand panel de profils. Et ce que je retiens par contre, je trouve, si on veut faire de l'opérationnel, c'est de s'engager comme militaire.